Nous avons vu, au cours de cette première section, ce qu'il faut exécuter et comment on peut classer les obligations internationales pour déterminer ce qu'il faut exécuter. Nous pouvons voir maintenant section 2, ce qu'il ne faut pas exécuter, c'est-à-dire les limites de l'obligation d'exécuter. Ce qu'il ne faut pas exécuter, section 2, les limites de l'obligation d'exécuter. Il y a deux types de limites, des limites générales, coutumières, et des limites spéciales, conventionnelles. Les limites générales, coutumières, d'abord, paragraphe 1er. Les limites coutumières à l'obligation d'exécuter, sont de deux sortes. Il faut d'abord s'attacher au général, au plus général de ces limites coutumières. Ce sont les circonstances excluant l'illicite, c'est-à-dire les circonstances qui excluent qu'un comportement étatique soit considéré comme une violation du droit international, comportement étatique ou comportement d'une organisation internationale. On retrouve ces circonstances dans tous les domaines du droit international. Il s'agit de circonstances classiques, bien connues des traditions internes. D'abord, le premier, le fait de la victime, peut-être le plus important. En pratique, il peut s'agir d'abord du consentement de la victime. Si la victime a accepté, il n'y a pas de violation du droit international. Volenti non fit inuria. Si on a accepté, on ne peut pas reprocher à quelqu'un la violation du droit auquel on a renoncé. La deuxième hypothèse est l'hypothèse de la légitime défense. Une hypothèse très visible. Ici encore, c'est celui qui subit, entre guillemets, la légitime défense, qui est à l'origine de la situation, puisque lui-même, il est supposé être l'auteur d'une agression à laquelle on répond par la légitime défense. De façon analogue, dans la situation des voies d'exécution, des contre-mesures en particulier, celui qui se dit victime d'une contre-mesure ne peut pas en réalité se prévaloir de cette situation, car il est lui-même à l'origine de la mesure d'exécution, de la contre-mesure, par son propre manquement au droit international. On retrouvera les contre-mesures. Le deuxième cas de figure est la force majeure qui est décrite par la Commission du droit international, force majeure qui est décrite par la Commission du droit international comme la survenance d'une force irrésistible ou d'un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l'État et fait qu'il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d'exécuter l'obligation. La Commission précise que la force majeure est écartée si elle est due soit uniquement, soit en conjonction avec d'autres facteurs, au comportement de l'État qui l'invoque, ou alors si l'État a assumé le risque que survienne une telle situation. On voit que derrière des formules peut-être un peu complexes, réapparaît la tradition civiliste des trois éléments, le fait irrésistible, le fait extérieur au comportement de la victime et le fait imprévisible, on n'avait pas pu, par une diligence normale, le prendre en considération. Le droit international connaît également deux autres circonstances excluant l'illicite qui soulèvent des interrogations dans la pratique. La Commission du droit international les mentionne. La première est la détresse. C'est l'hypothèse dans laquelle l'auteur de la violation alléguée du droit international, je cite, n'a raisonnablement pas d'autre moyen, dans une situation de détresse, de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu'il a la charge de protéger. Sachant que l'exception est écartée, si la détresse est due uniquement ou en partie au comportement de celui qui l'invoque, ou si le comportement auquel elle donne lieu est susceptible, je cite, de créer un péril comparable ou plus grave. Donc, on voit dans la détresse des cas exceptionnels. On connaissait l'hypothèse précisément du navire en détresse, auquel on ne peut pas refuser l'accès au territoire, car précisément si il force entre guillemets l'entrée en territoire étranger, c'est parce qu'il est en péril. Donc on voit qu'il s'agit de situations extrêmes
pour lesquels la Commission du droit international a voulu imaginer une solution dans laquelle l'État serait exonéré de sa responsabilité. La dernière figure mentionnée par la Commission du droit international est davantage discutée en doctrine et en jurisprudence, c'est la question de l'état de nécessité. La Commission du droit international admet l'état de nécessité lorsque la violation du droit international constitue, je cite, pour l'État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent, et à condition, dit la Commission du droit international, qu'il ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l'État ou des États à l'égard desquels l'obligation existe ou de la communauté internationale dans son ensemble. Selon la Commission, l'état de nécessité ne peut être invoqué si l'obligation internationale en question exclut la possibilité d'invoquer l'état de nécessité ou si l'État a contribué à la survenance de cette situation. On voit une rédaction compliquée, assez obscure. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation qui exclut, quelque sorte par nature, l'état de nécessité? On voit une rédaction obscure, hésitante, et on voit que la jurisprudence hésite souvent sur l'état de nécessité. On l'a vu notamment dans l'affaire argentine, où toutefois elle a été admis, l'état de nécessité a été admis au moins comme circonstance de mitigation, entre guillemets, de réduction de la responsabilité. Alors, circonstance excluant l'illicite ou circonstance de réduction de la responsabilité? En réalité, c'est que, au fond, l'état de nécessité met en cause une autre institution du droit de la responsabilité, qui est la causalité. L'état de nécessité veut dire que, en réalité, le préjudice a été causé au moins en partie par le péril auquel a dû répondre l'État, et non pas par le comportement de l'État. C'est donc bien souvent sous l'angle de la causalité que s'apprécie l'état de nécessité, ce qui peut expliquer également les divergences de solutions des tribunaux. On retrouve certains aspects des circonstances excluant l'illicite dans le domaine particulier de la suspension des engagements conventionnels, la suspension des traités. On a rencontré, on l'a déjà vu, la clause rebus sixtantibus, c'est-à-dire le changement fondamental de circonstances, ou l'exception d'une exécution, et on a vu que ces exceptions, dans le domaine conventionnel, s'appliquaient de façon cumulative et distincte des circonstances excluant l'illicite. Je me contente de renvoyer à ce qu'on a vu au titre du droit des traités. On a vu les règles coutumières, on peut dire un mot maintenant, paragraphe 2, des règles conventionnelles, les limites spéciales de l'obligation d'exécuter. Donc les règles, les limites conventionnelles et spéciales par opposition aux limites coutumières et générales. Paragraphe 2. Les traités utilisent trois types de limitation de l'obligation d'exécuter, de l'engagement juridictionnel, qu'on peut mentionner. D'abord, le plus simple, les exceptions. Il s'agit de soustraire certaines situations au champ d'application de l'obligation. Il n'y a pas d'obligation dans ces cas de figure-là. On connaît dans le cas du GATT, par exemple, ou dans le droit de l'Union européenne, la possibilité de faire obstacle à l'importation de certaines marchandises si elles mettent en péril la santé publique, par exemple. Et on a vu apparaître dans ce domaine les difficultés d'interprétation de cette clause, notamment au regard du principe de précaution. Est-ce que on peut, au titre de la précaution, faire obstacle à la circulation d'une marchandise? Mais voilà, c'est une première exception. Dans le domaine économique, on les utilise beaucoup, on trouve la santé publique, la sécurité nationale, etc. On trouve le système des exceptions, par exemple, également, souvent dans le domaine des droits de l'homme. On sait que pour beaucoup de droits de l'homme, il y a des exceptions qui sont prévues, notamment lorsque l'atteinte, entre guillemets, aux droits de l'homme, la mesure restrictive, est nécessaire dans une société démocratique. On trouve ce type d'exception pour le droit à une vie privée, à une vie familiale normale, pour la liberté d'expression, d'information, etc., liberté d'association, etc. Les exceptions, c'est donc le cas de figure le plus simple.
C'est une restriction du champ d'application de l'obligation. Les clauses de sauvegarde, en revanche, sont une technique un peu plus complexe. C'est une faculté qui est donnée à l'État face à une circonstance exceptionnelle de demander la suspension, d'obtenir la suspension en partie ou en totalité de ces engagements. Généralement, c'est une réduction des engagements, une suspension en partie des engagements, afin de prendre des mesures proportionnées pour répondre à cette situation exceptionnelle. On trouve cette possibilité des clauses de sauvegarde dans le domaine des droits de l'homme face aux situations de crise grave, mais encore une fois, par des mesures qui doivent être proportionnées sous le contrôle du juge des droits de l'homme et dans le respect de certaines garanties fondamentales, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture, qui ne peut pas être suspendue, même pas en situation exceptionnelle. Et on trouve également les clauses de sauvegarde dans le domaine économique, notamment dans le droit des échanges, ce qui permet à l'État, dans des situations exceptionnelles, de rétablir des barrières tarifaires pour répondre à une menace contre un secteur de son activité nationale. Un troisième et dernier cas de figure de restriction de la portée des obligations internationales, c'est le cas de la dispense d'exécution. C'est donc le cas dans lequel on permet à un État de s'affranchir du respect de ses obligations par un acte unilatéral, une autorisation qui est donnée à cet État de ne pas respecter l'engagement. On trouve cette possibilité dans le domaine du droit de l'Organisation mondiale du commerce, le domaine des échanges, avec ce qu'on appelle les dérogations du GATT, les waivers en anglais, les dérogations, qui sont en réalité des dispenses accordées par l'ensemble des États partis, qui permettent à un État de s'affranchir du respect des obligations convenues. Alors, le droit a évolué sur ce point. Aujourd'hui, ces dispenses sont très encadrées. Elles doivent être accordées à une majorité des 3/4 de la conférence ministérielle au sein du GATT, et elles doivent faire l'objet de restrictions et de contrôles dans leur application. Donc il y a une tendance, une évolution, afin de réduire la portée de ces dispenses d'exécution. Donc on voit la variété de ces techniques conventionnelles. Elles permettent toutes d'apporter des limitations, des limites à l'obligation d'exécuter le régime conventionnel accepté.